Bonjour. Alors, vous voyez, je vais enlever le masque et pendant toute cette émission qui va durer 1 heure, on respectera les distances sanitaires et c'est le moins qu'on puisse faire. Tout d'abord, heureux de vous retrouver pour ce numéro 2 de Performance Tourisme, un numéro spécial autour de l'investissement de cette industrie touristique qui est majeure pour le pays. Et je vous propose d'ailleurs de faire arrêt sur image et de retourner un petit peu quelques mois en arrière. Et je vous propose qu'on se situe en janvier 2020 pour regarder l'année 2019. Et puis de façon dynamique, les 10 dernières années et la croissance et le poids de cette industrie touristique en France. Je rappelle que cette croissance moyenne de 2,2 par an sur 10 ans est largement supérieure à la croissance de notre pays. Deuxièmement, si je m'arrête sur 2019, 230 milliards de chiffre d'affaires ont été développés en 2019, dont près de 60 milliards grâce à la clientèle étrangère qui est fabriquée à 80% par les Européens. 3 millions d'emplois, des territoires qui sont largement impactés par le développement de cette industrie touristique, et puis une compétitivité, puisque nos voisins, néanmoins amis, sont en compétition avec nous, que ce soit l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, voilà. Tous ces pays font aussi des efforts en termes d'investissement. Cette crise a été très violente, un vrai séisme, et on peut se réjouir, et on en reparlera tout à l'heure avec Jean-Baptiste Lemoyne, notre ministre du Tourisme, sur l'accompagnement puissant de l'État pendant cette durée, et il y a aussi cette période un peu critique d'accompagnement sur le retour à l'activité, et nous en parlerons tout à l'heure avec Christian Mantelli sur les quelques éléments, les indicateurs. On peut se réjouir que cette reprise sera peut-être même meilleure qu'on n'avait imaginé. Il y a un vrai sujet d'investissement, qu'il soit public ou privé. On a longuement, et on reviendra avec mon deuxième invité, Christine Fabresse du groupe BPCE, sur cette épargne des Français qui à la fois, et c'est important aussi pour cette industrie touristique, sera fléchée dans la consommation, et puis l'investissement, et c'est un investissement de proximité. Cet investissement est essentiel. Je disais, regardez là où on a laissé cette industrie en 2019. Évidemment, la projection, dans combien de temps nous allons retrouver cette puissance économique qui a été largement, je dirais, à cause de cette crise sanitaire, affaiblie. Il faut lui redonner les moyens, y compris sur le management, les équipes. C'est important aussi de remobiliser les équipes. Je pense que là, l'investissement est essentiel pour les années qui viennent. Non seulement il faudra retrouver ce niveau 2019, mais continuer cette croissance. Et je donne juste un point qui est important. J'indiquais les 57 milliards générés par la clientèle étrangère. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas de flécher de 90 millions, qui était le chiffre en 2019 de clients étrangers, qui ont fait de la France la première destination, mais plutôt sur le qualitatif et passer de 57 milliards, ce qui pourrait être, si on se compare à l'Espagne, devenir 70 milliards de recettes. Et c'est vraiment de la new money pour notre pays, et c'est ça qui est important. Je rappelais à l'instant que pendant cette heure, je serai toujours accompagné par mes deux experts, Christian Mantelli, que je viens de citer, qui est senior advisor chez Atrim et l'ancien directeur général d'Atout France, et puis Stéphane Botz, qui est le directeur associé de KPMG en charge du tourisme. Et puis, on a l'honneur, dans quelques instants, d'accueillir Jean-Baptiste Lemoyne, qui a été un pivot essentiel pendant cette crise pour l'industrie touristique. Et puis Christine Fabresse, en tant que directeur général de BPCE, qui nous donnera aussi la vision, comment à la fois les groupes bancaires se sont comportés pendant cette crise et comment ils vont, là aussi, accompagner cette reprise. Merci, et j'appelle maintenant Christian Mantelli sur ce premier interview. Christian, bonjour, ravi de te retrouver dans ce deuxième Performance Tourisme. Alors, là aussi, j'indiquais que, évidemment, ce qui est important, c'est les indices de cette reprise. Au fond, quand on regarde les quelques papiers dans la presse, aujourd'hui, on voit que ça rebondit même plus vite qu'on imaginait. Tu m'as dit ce matin,
c'est bien ton optimisme, mais il me faut des chiffres. Oui. L'optimisme sans chiffres, bon, c'est bien, c'est l'émotion quasiment. Exactement. En fait, nous avons une dernière étude qui nous dit que 35 millions de Français ont l'intention de prendre des vacances cet été, soit 2 millions de plus que l'an dernier, ce qui est une bonne tendance, effectivement, avec 80% qui resteraient en France ou qui, moi je préfère dire, qui partiraient en France dans nos destinations, et 20% à l'international. L'an dernier, il n'y avait que 6% qui partaient à l'international. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que les séjours seront plus longs, de 2 jours. On va passer de 10 à 12 jours en moyenne. La dépense par foyer va augmenter de 200 euros. Elle est à peu près de 1 800 euros par séjour et par foyer. Elle augmente de 200 euros. Ça, ce sont les tendances du marché français. Il y a quelque chose qui nous rassure aussi, c'est la situation de l'aérien, qui n'est pas si mauvaise que ça. On voit qu'on est à 70% de notre capacité aérienne dans la zone Schengen, avec des disparités évidemment entre les pays et les pays émetteurs et destinations, mais on a un niveau de capacité qui monte plus vite que prévu. C'est en particulier dû à une compensation des pertes de la clientèle affaires, corporate, par la clientèle famille. Les familles ont besoin de se retrouver, les expatriés de tout pays ont besoin de retrouver leur famille. Et donc, il y a des trafics aériens, effectivement, en aller-retour dans tous les sens. Et ça, c'est très, très positif. Je vais donner une touche aussi qualitative, si tu permets, Pascal. Oui, bien sûr. On voit qu'il y a une exigence de qualité. J'allais dire, cette année, plus que jamais, on peut tout rater sauf ses vacances. Il y a un besoin tel, une envie telle de reprendre du temps en famille, entre amis, du temps de vacances et aussi du temps de découverte, qu'on veut réaliser non seulement un rêve, mais réaliser concrètement des choix qu'on fait en matière de loisirs. Il y a une demande pour les loisirs sportifs, il y a une demande de culture, et donc on va avoir une création de valeur, ça c'est certain, puisqu'on crée des services supplémentaires avec une pression très très forte de la clientèle. Et vous savez qu'un client qui met une pression et qui est prêt à payer davantage, c'est un service qui monte en qualité, et donc on a une création de valeur par la consommation, on a une création de valeur aussi, et ça c'est important, par les créations, les innovations, le numérique qui va y être pour quelque chose, mais pas seulement. On voit des efforts qui sont faits par les designers, les architectes, pour concevoir des nouveaux espaces. Je dirais, pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, ce qui est important aujourd'hui, on parle de l'attractivité de la France, ce qui est important. Il y a évidemment un marché domestique, mais il y a aussi un marché de proximité. Et j'indiquais tout à l'heure que sur les 90 millions en 2019, à 80% étaient européens. Alors on a effectivement une demande très très forte des Européens, vers la France en particulier. Ouais. Pas seulement, hein, ils vont aller partout. Non, mais on va essayer de les capter. On a une petite inquiétude, je pense que Jean-Baptiste Lemoyne, notre ministre, en parlera avec les Britanniques pour le moment, mais on sent qu'il y a une poussée aussi des Européens. Autre satisfaction, les Américains. Oui. On voit qu'il y a une demande très très forte des Américains à l'égard de la France. Et dans les réservations, on a, je voulais le dire aussi, c'est qu'on a un taux de réservation supérieur à l'an dernier. Le taux de réservation sur mai, juin, juillet est autour de 10% de plus. Donc on est moins mal sur ces 3 mois-là que l'an dernier. On ne peut pas être satisfait. Rajoutons aussi que nos grands opérateurs ont apporté beaucoup de souplesse pour l'annulation. Voilà, hein, c'est important. La flexibilité est en place, flexibilité commerciale. Commerciale. On a eu un petit problème au début. Qui est un vrai lien de confiance. Hein. Ah bah, la confiance commerciale est essentielle. On voit bien d'ailleurs que les lignes ont bougé un peu. Certains ont quitté les plateformes, ont préféré les agences traditionnelles parce qu'on a un lien personnel très fort avec l'agent de voyage qu'on connaît bien. Donc cette flexibilité commerciale est en place et donc ça va assurer la fluidité dans la prise de décision et l'acte commercial, la conversion, ce qu'on appelle la conversion. Au fond, cette crise a montré une chose, c'est que le client est central. Ah ben, le client qu'on retrouve sur les plateformes dans ce qu'on appelle des salles de marché que sont les plateformes et il fait toujours la demande, il est déterminant sur l'offre, il pèse sur la demande de service et le prix. Très très attentif au prix. Dans l'exigence à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, il y a évidemment le prix. En fait, on est dans une dynamique assez positive, comme tu le disais, meilleure que... Bien sûr. Et ce qui est important là dans la maîtrise de la communication avec son client, en direct, sans intermédiaire, c'est aussi de pouvoir l'écouter, transformer sa demande avec une offre très attractive pour fidéliser cette clientèle. Donc les plateformes
la stratégie de digitalisation de la Exactement. commercialisation est essentielle. Essentiel, on voit bien que l'enjeu qu'on avait déjà déterminé l'année dernière, on en parlait beaucoup, tu t'en souviens, l'enjeu de reprise en main de sa clientèle, si je puis dire, une meilleure maîtrise de sa clientèle que tous les hôteliers ont en tête, là, il est au cœur du sujet cette année. On a créé des datas, il y a des CRM, on arrive à mieux connaître, à mieux comprendre et à mieux répondre aux demandes de la clientèle. Et je dirais que ça a un double impact. Cet impact-là que tu viens de l'écrire, et puis là aussi sur les résultats. Parce que quand on soustrait à ces résultats financiers 12, 14, 18, voire 20% de son chiffre d'affaires, ça impacte durablement cette capacité à réinvestir dans son outil. Exactement. Dans la création de valeur, il y a ça. Exactement. À la fois, encore une fois, par le niveau de consommation, par la capacité de jouer sur les marges que vont avoir les exploitants, et par l'investissement qui est extrêmement important et qui recommence. On voit bien que là, tous les hébergeurs ont envie d'investir sur les nouveaux services. Très bien. Tu vois que tu as parlé chiffres. Je te remercie beaucoup. Merci, mon cher Christian. Et puis, je vais appeler maintenant Stéphane Botz, qui est le directeur associé de KPMG en charge du tourisme. Alors on retrouve Stéphane Botz, bonjour, content de te retrouver pour ce numéro 2. Donc là on va évidemment, et tu nous as préparé quelques slides qu'on passera à l'écran sur évidemment quelques chiffres qu'on doit retenir. On en parlait avec Christian à l'instant, c'est vrai que le soutien de l'État a été extrêmement fort, on en reparlera ensuite avec notre ministre, mais c'est vrai que c'était certainement en Europe, voire dans le monde, le soutien le plus important à cette industrie touristique. C'était un soutien qui était clairement fort, d'accord, qui aujourd'hui s'est concrétisé par effectivement on va dire une enveloppe qui serait officiellement autour de 25 milliards d'euros à fin mars, mais on sait très bien que c'est glissant. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que le soutien est de deux ordres. Le premier, il est économique, puisque c'est un soutien qui porte essentiellement sur la notion de la trésorerie, avec les PGE, d'accord, entre autres, qui ont fortement soutenu ça. Et le deuxième point, c'est surtout sur le plan social, parce que sans cette action du gouvernement sur le plan social, qui représente à peu près 60% des 30 milliards d'euros qui ont été investis, on n'aurait pas cette possibilité d'avoir ce fameux rebond que Christian Mantelli évoque actuellement, qui permet d'accueillir les clientèles touristiques. Donc on voit que cette enveloppe de 30 milliards permet de conforter l'industrie et de permettre d'envisager ce rebond d'activité. Bien sûr, il fallait maintenir à flot cette industrie. C'est évident. C'est l'élément essentiel. On en a parlé il y a plus d'un an, quand on disait que c'est un vrai séisme. Et le seul objectif, c'est de maintenir à flot pendant cette crise sanitaire, je le rappelle, cette industrie qui est importante, elle pèse 10% du PIB français. Au fond, j'allais te dire que cette crise a mis en évidence le poids et, je dirais, l'enjeu majeur pour la France de cette industrie touristique. Si on a mis 30 milliards sur les 100 milliards qui ont accompagné l'économie dans son ensemble, ça prouve l'importance de cette industrie. Alors, en matière, ça s'est traduit surtout par un temporaire désinvestissement, d'accord, parce qu'aujourd'hui, on l'a bien vu qu'à cause de la crise sanitaire qui était sans précédent, l'industrie a connu une tendance de moins 25% en matière d'investissement direct dans l'industrie. Mais ce qu'on peut l'observer, et on projette des chiffres en arrière-plan, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un peu plus de 16 milliards d'euros d'investissement en direct sur 2019. Public-privé. Public-privé. On sait que c'est une tendance qui est légèrement à la baisse de 25%, avec des impacts plus ou moins importants selon qu'on est en hébergement marchand ou sur des centres de congrès qui, eux, ont connu un vrai arrêt de leur activité, et donc il y a eu un impact sur le renouvellement des équipements. Mais on pressent déjà, là aussi, plutôt un rebond technique. C'est pas un rebond de flux, mais un rebond technique en termes d'investissement, parce qu'on voit que les familles, les fonds d'investissement, on voit qu'il y a énormément de liquidités sur le marché. Et quoi qu'on dise, d'accord, l'industrie est une industrie qui est résiliente, il ne faut pas l'oublier. Et donc, ça nécessite des investissements et un soutien du public et du privé. Je rappelle quand même qu'on était, avant cette crise, déjà en sous-investissement
dans cette industrie touristique, que ce soit en France ou en Europe, mais parlons de la France aujourd'hui. C'est vrai que c'est important. Non seulement il faut retrouver le niveau d'avant, mais qui n'était pas suffisant, et il faut mobiliser beaucoup plus. Et moi, je considère qu'on n'avait pas une vision globale et stratégique de cette industrie et de son poids et des enjeux à venir. Tout à fait. Moi, je considère que c'était une belle endormie, l'industrie du tourisme. Ça veut dire qu'on savait que c'était quelque chose qui était rodé, qui tournait, j'ai presque envie de dire, grâce à l'investissement qui pouvait être collecté, soit au niveau du privé, soit les investissements qui pouvaient être réalisés par le secteur public pour accompagner le développement des infrastructures. Je pense que la crise sanitaire a mis un peu le focus sur l'industrie et on s'est rendu compte qu'au-delà de l'investissement qui était réalisé, ça avait aussi un impact sur ce qu'on appelle l'économie de ruissellement. C'est-à-dire que tout ce qui était autour du secteur du tourisme était aussi impacté et on l'a vu que ça avait clairement, cet impact touchait essentiellement les territoires. Donc il était important et il est toujours important aujourd'hui de pouvoir monopoliser l'argent et de l'injecter dans cette industrie. Et puis on le disait tout à l'heure, c'est une industrie qui crée beaucoup d'emplois. Oui. De l'emploi qui permet aussi à des gens d'avoir l'ascenseur social, de grandir dans l'entreprise, d'avoir des perspectives aussi. Là aussi, c'est important. C'est de l'emploi de proximité, c'est de l'investissement de proximité. Ça donne du sens aussi. Alors, évidemment, il faut du rendement, mais c'est ça qui est important, c'est donner du sens à son épargne, à son investissement. Alors ça donne d'autant plus de sens que, comme je le projette, c'est qu'il y a des signaux forts d'investissement actuellement qui sont réalisés dans le secteur du tourisme. Nous, on vous en a identifié 5. Vous avez Avenir Montagne qui injecte un peu moins de 2 milliards d'euros en matière d'investissement sur le territoire. Vous avez le plan Relance Tourisme qui mobilise avec la Banque des Territoires 15 milliards d'euros pour le secteur. Vous avez les assurances qui se sont aussi mobilisées avec un peu plus de 2 milliards, dont à peu près 200 à 300 millions pour le secteur du tourisme. Je rappelle que les assurances, c'est l'épargne des Français. Également. Et on a quand même tout ce qui est, et ça c'est important, c'est que l'État aussi s'engage dans le projet France Relance en investissant dans les transports. Aujourd'hui, on sait que la mobilité, les nouvelles manières de travailler vont avoir un impact également sur le secteur du tourisme, que ce soit du tourisme d'affaires ou du tourisme de loisirs. Et puis, on vous a cité un exemple pour le privé, avec la Compagnie des Alpes, qui continue à maintenir ses investissements, et en l'occurrence au Futuroscope avec 300 millions d'euros d'investissement. Donc on voit qu'il y a toujours une volonté d'investir dans le secteur, mais qu'il est important toujours et encore que l'État soit à l'origine de cet investissement des grosses infrastructures, parce que généralement, c'est suivi. Il a un rôle moteur et ça permet d'accompagner justement tout l'investissement privé en arrière-plan. Alors on reviendra parmi nos invités sur ces 140 milliards d'épargne. Une partie, on l'a dit, va être de la consommation, et tant mieux, en espérant qu'une partie aille dans les restaurants, les hôtels, les centres de vacances, les résidences-services, enfin tout. On n'oublie pas aussi la culture, le sport, qui sont des éléments essentiels, qui génèrent aussi une clientèle. Je dirais qu'effectivement, cette épargne, comment on peut imaginer, on en reparlera avec Christine Fabrès tout à l'heure, mais la flécher, lui donner tel intérêt, telle motivation pour les Français? Alors, Pascal, tu as cité un montant de 142 milliards. La Banque de France a annoncé qu'à la fin de l'année, on serait plutôt à 180 milliards d'épargne accumulée par les Français. Et effectivement, déjà, premièrement, j'espère que les touristes français, ou du moins le marché domestique, va consommer sur le territoire. Et ça, c'est important. Donc, je passe le message en direct pour que les Français, bien sûr, puissent consommer sur ces territoires, que ce soit balnéaires, montagnes, rurales, voire même urbains. On sait très bien aussi que le taux d'épargne a fortement évolué ces 12 derniers mois, avec plus 6 points de taux d'épargne des Français. Et donc l'importance aujourd'hui, c'est de s'interroger sur effectivement le fléchage de cette épargne, d'accord, très clairement, dans cette industrie, parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas assez fléchée, il faut être honnête, elle n'est pas assez fléchée dans ce sens-là. Il y a une nécessité de lisibilité, de proximité, parce qu'on intervient directement sur les territoires, de notion de durabilité dans ça, et on sait très bien que c'est un impact positif sur l'emploi. Mais moi j'ai envie de te poser une question, Pascal, parce que en fait on s'interroge tous sur la nécessité d'imaginer des nouveaux outils pour financer le tourisme. On sait qu'il y a l'exemple des SCPI, on sait que la collecte des SCPI et en termes d'investissement ne représente
que 4% dans les hébergements marchands, d'accord ? Et on constate qu'effectivement, à ce niveau-là, on se retrouve face à une nécessité de faire ce fléchage. Est-ce que tu penses qu'il faut y accorder une fiscalité ? Est-ce que tu penses qu'il faut avoir une responsabilité sociétale et environnementale pour accompagner ce fléchage de la collecte ? Je crois que c'est un effort, nous-mêmes, en tant que gérants d'actifs, et il y en a d'autres sur le marché, mais peu nombreux. C'est-à-dire qu'il faut, et tu le rappelais, sur les collectes de SCPI, qui sont essentiellement dédiés aux bureaux, commerce et autres, qui font entre 6 et 8 milliards par an de collecte, je le rappelle, au travers des réseaux bancaires, des compagnies d'assurance et directement les clients, au travers des CGP. Nous sommes une des rares structures à avoir 2 SCPI dédiés au tourisme. Nous sommes les seuls à avoir 2 SCPI dédiés au tourisme. Et ça représente, tu le disais, 3 à 4% de cette collecte globale. Quand on pèse 10% des recettes de l'État, vous pesez 3 à 4% des collectes de SCPI. Donc il y a des efforts de communication, il y a des efforts de présentation de cette industrie touristique. Je pense que c'est important de donner une vision stratégique, de donner des trajectoires, comment nous voyons les 5 ans qui viennent en termes de repositionnement. Tu as raison, mais je pense que l'industrie touristique avait, bien avant la crise, réfléchi sur l'environnement, l'énergie. On parlait du problème social, de l'emploi. Tout ça sont des problèmes importants. Moi, je mettrais aussi la problématique de la formation, qui est un élément essentiel. Surtout dans cette période qui est compliquée pour le. On donne toujours cette anecdote. Première destination, pourquoi aller se former en Suisse ? Donc on peut évidemment s'interroger sur des tas de sujets, mais je pense que déjà s'interroger et y apporter progressivement des solutions sont essentielles. Puis je pense que sur tout ce qui est durable, oui, tout le monde en a conscience, évidemment, que ce soit les grands exploitants et ceux qui démarrent leur exploitation, parce que ce sont des entrepreneurs et il faut les accompagner. Et 2, les investisseurs, particuliers ou institutionnels, qui sont sensibles à l'environnement, au devenir de la planète, qui est important. Évidemment, il y a des sensibilités sur le surtourisme. Malheureusement, la photo d'il y a quelque temps à Venise avec déjà le premier paquebot qui est rentré, pas forcément, ça crée beaucoup d'émotions. Mais je dirais, tout cela, moi je pense qu'il y a une vraie maturité en France et en Europe. Et je rappelle quand même que l'Europe, c'est le premier marché mondial. C'est 50% de part de marché. Et que les grands investisseurs hors européens ont bien compris cela parce qu'ils arrivent pour investir en Europe et en France, plutôt par la partie private equity que par la partie immobilière. Mais ça veut dire qu'on a beaucoup d'atouts, surtout beaucoup de potentiel de développement. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Donc Pascal, juste pour le mot de conclusion que je vais me permettre... Et je complète, je ne suis pas sûr qu'il faille de l'incitation fiscale. Je pense qu'il faut vraiment indiquer cet enjeu majeur qui n'exclut pas le rendement sur les fonds investis, mais de la transparence, de la proximité et donner du sens à son investissement. Donc, en conclusion, je pense que là aussi, on va avoir peut-être besoin du gouvernement pour nous aider à flécher cette collecte et faire en sorte, justement, que ça aille directement à l'industrie. Toute l'énergie est la bienvenue, parce que je pense que c'est un travail tellement immense qu'on a besoin de tout le monde. Tout à fait. Merci Stéphane. Merci Pascal. C'est toujours important de donner quelques points de référence. Exactement. Et je vais rappeler maintenant Christian Mantéi, qui va me rejoindre sur le plateau. Mon cher Christian, on va accueillir maintenant Jean-Baptiste Lemoine, notre ministre du Tourisme. Monsieur le ministre, ah ben voilà, on vous voit en plus. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment ravis de vous avoir ce matin avec nous. Bonjour Président, au pluriel d'ailleurs. Au pluriel, oui. Bonjour Jean-Baptiste. Et comme vous l'avez vu, c'est un numéro centré sur l'investissement et je rappelais à l'instant le soutien de l'État qui a été indéfectible et rapide pendant cette crise sanitaire. Alors ça va être une des questions que je vais vous poser. Vous avez été, je dirais,
vraiment le pivot de cette organisation. C'est important aussi pendant cette crise de soutenir aussi cette industrie touristique. Puis dans ma deuxième question, c'est plutôt l'après. Comment vous voyez l'après et les trajectoires de cette industrie touristique qui est majeure pour nous? Très bien, merci beaucoup Pascal Savary pour cette invitation. Très heureux d'être partager ce temps avec vous les uns et les autres. Et j'avoue que vous m'avez un peu enlevé les mots de la bouche là en vous écoutant tous les trois depuis le début. Mais en même temps, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est en phase et on est en ligne sur ce qui s'est passé et ce qu'il convient de faire. Et peut-être, je propose préalable de faire trois points. Un, revenir peut-être, retour d'expérience sur effectivement la crise, le soutien d'urgence, faire un petit point d'actualité aussi sur où on en est aujourd'hui, comment on sent cette conjoncture, et puis naturellement après se mettre aussi en prospective, notamment au regard de ces éléments d'investissement. En termes de retour d'expérience, c'est vrai que je reprendrai vos mots. Vous disiez on manque de vision globale et stratégique. Et je pense que la crise, elle a été dramatique, elle a frappé de plein fouet ce secteur du tourisme que l'on chérit tant, mais elle a eu une vertu, je pense, c'est de faire prendre conscience. Nous, je pense que toutes celles et ceux qui sont autour de la visio avaient conscience de l'importance du secteur du tourisme, mais je pense que l'importance du secteur était peut-être inégalement partagée ailleurs ou dans le grand public. Et la crise a montré combien ce secteur, en amont et en aval, avait un impact dans l'économie nationale, dans les économies territoriales. Et quelque part, ça a aussi facilité, je dirais, la construction de l'unité du secteur. Oui, c'est bon. Ok. Je me demandais si vous étiez toujours là, parce que je ne vous voyais plus. Toujours là. On est là. Très bien. Donc je dis, ça a permis, je crois, de construire une plus grande unité dans le secteur, au sein des professionnels, et puis également au sein du gouvernement, la mise en place d'une structure qui nous a permis de piloter la crise, même si son objet initial n'était pas le pilotage de la crise. C'est ce comité de filière tourisme qu'on avait installé en janvier 2020 et qui initialement devait bâtir un peu une feuille de route tourisme, mais qui s'est retrouvé être un outil très précieux de gestion de la crise. Mais tout ça fait que désormais, on a une sorte d'union sacrée des professionnels dans les différents segments que constitue le tourisme, et ça, c'était pas forcément gagné initialement. Également, côté gouvernemental, je pense qu'on a gagné en efficience avec la mise en place du comité de filière qui permet d'être un peu l'instance de construction des politiques touristiques, y compris avec les territoires, avec les pros, puisque je suis entouré de vice-présidents qui représentent ces différentes composantes, et puis avec le secteur privé. Et je dois dire que finalement, le tourisme, il a été le premier plan de relance avant même le plan de relance, puisque souvenez-vous, le plan de relance, c'est septembre 2020, et le premier plan de relance du tourisme, en fait, c'est mi-mai 2020. Et à cette occasion-là, non seulement on fait un point sur les actions de soutien mises en place, mais avec la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, la BPI, je sais qu'ils sont également présents, je les salue, on met en place un certain nombre d'outils pour investir, réinvestir un certain nombre de territoires, un certain nombre de segments, je pense au thermalisme, au nautisme, etc. Naturellement, tout ça se traduit désormais sur les territoires avec des projets qui voient le jour, des rénovations. J'ai en tête un certain nombre de projets UCPA, MMV, etc. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble, mais c'est déjà, je crois, ça montre que le tourisme a été pris au sérieux, et c'est heureux. Vous allez me dire, je suis un membre du gouvernement heureux parce que le président de la République tout de suite a pris la mesure des choses, et donc obtenir les arbitrages s'est fait, je dirais, pas relativement facilement, mais quand même, voilà, les décisions ont été au rendez-vous. Maintenant, je pense, pour rejoindre le diagnostic qui était fait par Pascal Savary, c'est-à-dire manque de vision globale et stratégique, c'est que il nous revient maintenant de passer d'un tourisme qui était un peu un tourisme de cueillette. On considérait effectivement que
bah voilà, il y avait ces clientèles internationales qui venaient et c'était normal. Et on considérait que la France étant la France, cela pouvait être éternel. Je pense qu'au contraire, on voit bien que la reprise elle est concurrentielle et que il va falloir être présent au rendez-vous avec une offre qui est toujours meilleure, qui est diversifiée. J'y reviendrai un peu plus tard. Et donc, ça veut dire avoir une vraie vision claire, un cap, et sortir effectivement du côté finalement un peu automatique des recettes parce que elles ne le sont pas du tout. Un petit point peut-être d'actualité, effectivement, parce que Christian Mantelli évoquait les signaux positifs et je rejoins aussi son optimisme. On voit une bonne remontée en charge. D'une part, les réouvertures se sont bien déroulées et on est même en avance de phase. Vous l'avez vu hier, à l'issue du Conseil de défense, le Premier ministre a pris la parole pour annoncer la fin du couvre-feu des dimanches. On tombe le masque dans la rue aujourd'hui. Donc tout ça montre que les Français ont été en rendez-vous des efforts qu'on leur a demandés et toutes les réouvertures se sont faites en bon ordre et là aussi chapeau à tous les professionnels parce que ça a été, je sais, du travail, ces protocoles, etc. Et puis la mobilité revient. Depuis début juin, vous l'avez vu, on a donné le mode d'emploi des déplacements internationaux et surtout on a veillé à faire en sorte que l'espace européen soit vert. On a ces feux tricolores, vert, orange, rouge. Rouge, on peut pas faire de déplacement de loisirs. Orange, c'est possible si on est vacciné. Et vert, qu'on soit vacciné ou pas, naturellement, la circulation est facile. Et donc le fait d'avoir sanctuarisé l'espace européen en vert, ça nous permet d'avoir cette base, ce socle effectivement des 75% de clients potentiels qu'on peut adresser dès cet été. Et naturellement, avec Christian Mantelli, on déploie d'ailleurs une grosse campagne numérique de promotion de nos destinations avec Atout France autour du thème de ce qui compte vraiment pour pouvoir envoyer ce message de bienvenue en France, on vous déroule le tapis rouge et générer effectivement cette new money que vous évoquiez, Président, même si, encore une fois, à côté de cet optimisme, il faut rester continuellement collectivement prudent. Le réflexe, l'été, c'est souvent la crème solaire. Je pense qu'il ne faut pas oublier les gestes barrières aussi comme réflexe cet été, parce que on le voit, ce variant Delta au Royaume-Uni, il n'y a qu'une contagiosité forte, et surtout ça, il n'y a pas d'échappement, je dirais, vaccinal, donc ça c'est positif, c'est-à-dire que le vaccin traite globalement bien ce variant, mais voilà, il faut rester très prudent pour éviter toute nouvelle vague, parce que ce stop and go, on sait combien il est pesant. Et puis, permettez-moi de revenir maintenant peut-être au cœur de notre sujet, puisque le thème de notre rencontre, c'est investir pour rebondir, et justement, c'est la dimension prospective. Et le tourisme, c'est quoi? C'est la combinaison, j'évoquais la mobilité à l'instant, c'est la combinaison d'une offre et d'une mobilité. L'équation, elle est simple. O plus M égale T. Voilà. Et donc, sur ce volet offre, on voit bien tout le travail qui nous attend. 2020, effectivement, compte tenu du choc, baisse de l'investissement de 25%, comme l'évoquait Stéphane Botz à l'instant. Alors, c'était d'ailleurs, quand on regarde dans le détail, parce qu'Atout France fait une étude chaque année sur l'investissement, c'est différencié par segment. On voit que y a des segments qui ont été en croissance, néanmoins. Je pense notamment à tout ce qui est investissement dans les infrastructures, mobilité douce, etc. Et on a une vraie carte à jouer, je crois, de ce point de vue-là, justement pour valoriser aussi nos territoires et aussi créer du business autour de nos linéaires, de canaux, etc., les véloroutes. C'est vraiment un produit qui prend bien son envol. Mais d'autres segments qui ont été particulièrement impactés. Quand je prends les chiffres, effectivement, les investissements au centre de congrès, parc d'expo, moins 51%. Donc, on voit bien, que le choc a été inégal selon les différents segments du secteur. Petite parenthèse, le tourisme d'affaires, je trouve, là aussi, les cahiers de réservation montent bien en charge, d'après les informations qu'on a. Vivatech, vous voyez, se tient cette semaine. Bon, bref, il y a je crois, de belles histoires qui vont commencer à se raconter, mais c'est un secteur qui est effectivement beaucoup dérouillé, pardonnez-moi d'être un peu trivial. Et maintenant, cette offre, il nous faut faire en sorte soit de la réhabiliter, soit d'en créer une nouvelle pour rester dans la course, parce que je pense que si on dézoome et qu'on ne regarde pas notre nombril mais le monde entier, on voit bien qu'en 30 ans, il y a de véritables destinations qui ont émergé from scratch.
qui n'existaient pas et qui désormais sont des destinations. Regardez l'engouement des Français pour les Émirats l'hiver dernier. Et c'est devenu une destination aussi, séminaire, affaires, etc. Il y a 30 ans, c'était pas ça. Donc on voit bien que on peut pas rester les deux pieds dans le même sabot et qu'il nous faut investir. Je crois que d'ailleurs, une offre nouvelle, cette année encore, on le voit, elle est présente en France. Regardez cette inauguration de l'hôtel de la Marine, la collection Pinault à la Bourse, mais également par exemple un nouveau grand parc qui va ouvrir en Provence aux portes de Marseille avec le Rocher Mistral. Bref, et puis un certain nombre d'institutions existantes qui investissent pour s'agrandir. Donc une offre nouvelle d'une part. Je pense qu'il faut y aller aussi sur les nouveaux concepts, parce qu'il y a aussi un certain nombre d'accélérations sociologiques et je pense que, par exemple, je sais que Atrim est présent dans un certain nombre de Mama Shelter. L'ami Awizerat, qui est aussi avec les Trigano à la base du concept, lance le concept de Mob Hotel, etc. Tout ça, je pense qu'il est important que la France reste la France en étant créative. C'est ça notre marque de fabrique. Et qu'on puisse toujours impulser de nouvelles tendances qui après trouvent à s'appliquer, à se déployer dans le monde entier. Et donc, voilà, cette créativité doit demeurer. Et puis, à côté de l'offre nouvelle, il y a également toute une dimension réhabilitation, parce qu'on a de l'existant qui est significatif, mais qui mérite d'être mis à niveau, d'être transformé. Et de ce point de vue-là, Stéphane Botz évoquait à l'instant le plan Avenir Montagne. C'est typiquement ce qu'on a voulu faire avec notamment un gros volet immobilier qui va continuer à se travailler dans le débat parlementaire, puisque dans la loi dite 4D, il est acté qu'on mettra une disposition pour non seulement faciliter la cession du droit de préemption dans un certain nombre d'immobiliers de loisirs à la montagne, mais on est ouvert aussi d'ailleurs à y inclure d'autres outils. Donc je tends la perche. Et puis on y met aussi, pardonnez-moi, mais de la fraîche, voilà, parce qu'il y a un moment c'est du budgétaire, il y a besoin de mettre des euros nouveaux qui vont eux-mêmes par effet levier en générer d'autres. Donc État, région mettent 300 millions d'euros, Caisse, Banque des Territoires en mettent 300 autres, tout ça, ça nous en fait 600 qui en génèrent 1,8 milliard, donc avec justement l'intervention d'acteurs privés comme vous. Et donc ce plan Avenir Montagne, je pense, permettra à notre montagne française aussi de rebondir, de réinvestir. On sait combien d'ailleurs le poids des remontées mécaniques en investissement est important et compte dans le pied de colonne de 16 milliards d'ordinaire qu'on a en matière d'investissement chaque année. Et puis par ailleurs, on ne va pas s'arrêter là. On a un président de la République qui, je crois, a montré encore son attachement au secteur, puisqu'il y a 3 semaines, je l'accompagnais dans le Lot, à Saint-Cyr-la-Popie, et son premier déplacement justement pour cette itinérance en France était autour du thème du tourisme. Et à cette occasion-là, il a souhaité justement qu'on puisse travailler à un plan vraiment de reconquête, de transformation du secteur. Et donc, ça va nous occuper dans les prochains mois. Toutes les bonnes idées sont les bienvenues. On va structurer ce travail au sein du comité de Fier Tourisme. Mais vous êtes très nombreux autour de la visio à peut-être aussi avoir des suggestions, des propositions. Et c'est ça aussi, c'est de pouvoir travailler en direct et en circuit court. N'hésitez pas. Et pour ça, c'est très simple. Vous pouvez m'écrire par mail, écrire à Victoire Vandeville. Vous trouverez nos mails très facilement. On les donnera à la fin sinon. Mais moi, je suis très preneur aussi, puisque vous êtes les uns et les autres des acteurs, je dirais, de premier plan et de terrain du tourisme, de recueillir toutes les bonnes idées. Voilà un petit peu... cher Pascal Savary, cher Christian Manteilly, quelques éléments que je voulais partager avec vous et vous dire que certes, c'est 10% du PIB, le tourisme, mais c'est encore plus que ça, parce que je crois que c'est 50% des moments heureux, et donc ça mérite effectivement qu'on se batte et qu'on investisse pour cela. Voilà, merci en tous les cas de cette invitation et à dispo pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant. Vous avez raison, il faut innover. Il faut permettre aussi à des entrepreneurs, parce que ce sont des entrepreneurs, et vous faisiez référence au Mama Shelter,
Et notre ami Serge Trigano, il y a maintenant 13 ans, quand il a lancé le premier MAMA, ça a été extrêmement difficile pour lui et douloureux de trouver des investisseurs. Donc on voit bien que là aussi, on se doit, et des structures comme les nôtres, d'accompagner aussi des nouveaux talents, d'amplifier aussi des marques qui se développent. Et on a vu un certain nombre de talents naître pendant cette crise, résister. Et je pense que c'est vrai que c'est important qu'à la fois la partie investissement public et privé travaillent ensemble sur un certain nombre de projets, puisque les territoires sont fortement impactés par l'industrie touristique, quels que soient les territoires d'ailleurs. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on apprenne à travailler ensemble. Et je crois que c'est ce que vous avez souligné, et vous avez raison. Je crois que l'enjeu est tellement important qu'on se doit d'apprendre à mieux travailler, à mieux communiquer et à plus convaincre. Je dirais, vous citiez les investisseurs, c'est vrai que nous représentent des compagnies d'assurance, des banques, mais c'est aussi l'épargne des Français derrière ces grandes structures. Et on se doit de mieux communiquer, d'avoir de la transparence. Vous représentez effectivement l'État et l'investissement public, mais on voit bien que les collectivités sont fortement attachées, là aussi, à accompagner le mouvement. Et c'est vrai que c'est important aujourd'hui, car l'enjeu est très important pour nous sur l'avenir. Oui, complètement. Et je crois qu'il y a cette forme d'union sacrée. Les collectivités ont totalement joué le jeu. Je vois sur Avenir Montagne, ils ont accepté d'y aller 1 euro pour 1 euro en termes d'investissement. Et c'est d'ailleurs la martingale que Christian Monteilly avait mis en place lorsqu'il était directeur général d'Atout France, ce 1 plus 1 plus 1. 1 euro État, 1 euro collectivité, 1 euro privé, et ce qui est valable pour la promotion, mais je pense que c'est encore plus valable pour l'investissement en matière d'effet levier. Donc, non, je crois qu'on a de bons outils qui ont été forgés désormais au cœur de la crise et qui vont nous aider à, encore une fois, à reconquérir notre place, parce que rien n'est acquis, rien n'est gagné. Et moi, je fais également mien le changement de paradigme que vous évoquiez. Je pense que il faut pas tant se battre sur désormais l'objectif d'un objectif quantitatif de personnes étrangères venant en France. Il faut se battre sur le volet recettes. C'est là où on sait que c'est un point faible. On sait qu'on est justement derrière l'Espagne de ce point de vue-là, et accroître les retombées des recettes sur le territoire. Et donc, c'est avant tout cela, d'autant plus qu'on est à un moment aussi où, on le voit, ces sujets de surfréquentation de certains lieux, même si je relativise, parce qu'en France, on est, je pense, moins touché par ce phénomène que d'autres territoires, de par les vastes étendues, je dirais, de notre territoire, et que finalement, la crise a aussi permis à certains acteurs, prestataires, sites, de travailler eux-mêmes sur la régulation de l'accès, parce que on s'est tous mis à mettre en place des outils numériques pour générer les réservations en amont, etc., etc. Donc, je pense que voilà, la crise a également cette vertu peut-être d'accélérer un certain nombre de changements sociologiques, et on est, je pense, bien armé pour le rebond. Alors vous parlez de ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire la tournée en Europe pour promouvoir, au fond, l'offre française. Juste un petit point sur le pass sanitaire. Il se trouve que différents pays n'ont pas le même protocole. Alors, les protocoles, globalement, en Europe, je pense qu'on est assez convergents. Alors, c'est vrai que les jauges peuvent être différentes, les distances entre tables, etc. Tout ça peut être différent d'un pays à l'autre. Maintenant, c'est vrai que cette pandémie, on voit que selon les pays, elle n'est pas au même niveau, au même état de développement ou de reflux, et c'est aussi pour ça, naturellement, qu'il peut y avoir des différences dans les protocoles. Mais je pense qu'il y a quand même en Europe ce souci partagé de réassurance sanitaire, et au-delà d'ailleurs, je pense, de réassurance commerciale. On a vu beaucoup de flexibilité mise dans les conditions commerciales par les différents prestataires, et là aussi je les remercie, parce que c'était une des conditions pour que, je dirais, les réservations se redébloquent. Donc voilà, réassurance sanitaire, réassurance financière, et là aussi ça permet de recréer de la confiance, parce qu'il y a eu aussi un choc de ce point de vue-là. Rappelons-nous
comment dire, un certain nombre de personnes qui, d'un coup d'un seul, ont été bloquées par les fermetures de frontières, qui ont vu leurs billets d'avion annulés, non remboursés, etc. Donc, il faut recréer cette confiance et je crois que les professionnels s'y attachent. Vous l'avez dit tout à l'heure en conclusion, c'est vrai que vous avez raison, il faut qu'on soit prudent. Évidemment, on souhaite un rebond rapide et fort et durable. Oui, durable. C'est vrai que c'est un peu, je dirais, le fil rouge, hein, ou plutôt le fil vert, puisqu'il s'agit aussi de responsabilité environnementale. Et on voit bien que cette notion de tourisme durable, qui était un concept, voilà, pas très bien défini, je trouve, encore il y a quelques années, voire même il n'y a pas si longtemps, trouve aujourd'hui pleinement à s'appliquer parce que les prestataires, le côté offre, a bien conscience qu'il y a des attentes et donc désormais on n'est plus juste dans du greenwashing de pratiques existantes un peu améliorées, mais véritablement même dans la conception d'un certain nombre d'établissements, d'hôtels, etc., dans une sorte d'imprégnation, d'empreinte locale accrue. C'est ce qu'on a voulu faire d'ailleurs en dédiant 50 millions d'euros pour aider un certain nombre de restaurateurs, d'hôteliers, etc., à nous proposer des projets en circuit court. Et donc, quelque part, la France aussi, au regard de sa position géographique en Europe, je crois, peut beaucoup tirer de cette notion de tourisme en circuit court, parce que on le voit d'ailleurs, nos amis belges, ils vont partir significativement plus en France cette année, parce que il y a effectivement la crainte d'aller plus loin, enfin d'aller aussi loin qu'auparavant. Maintenant, on cherche à être peut-être plus à proximité, et donc ça, c'est, je pense, un atout sur lequel on peut jouer. Alors, j'oublie pas nos amis qui s'occupent de l'outgoing, hein, parce que les agences de voyage ont été également durement affectées par la crise et leur métier, c'est aussi d'envoyer non seulement en France, mais à l'étranger les voyageurs français. Et donc, il s'agit pas comment dire, de mettre fin à leur business plan, mais on voit bien que, en tous les cas, il y a des évolutions sociologiques dont il faut tenir compte et elles-mêmes ont adapté leur offre. Commercialisent plus la France qu'auparavant et mettent, je dirais, au profit des territoires français aussi leur savoir-faire et leur expertise dans le fait de préparer des voyages sur mesure cousu main. Monsieur le ministre, on vous remercie vraiment beaucoup d'avoir consacré du temps ce matin avec nous. C'était important de vous entendre et d'avoir votre vision. Bonne fin de journée. Merci, monsieur le ministre. À très bientôt. Baptiste. Au revoir. Voilà, je pense que... Merci encore Jean-Baptiste Lemoyne d'avoir été notre invité. Maintenant, on a, pour des raisons d'agenda, de la part de Christine Fabrest, on a enregistré il y a quelques jours son interview dans son bureau au sein du groupe BPCE. On va maintenant passer l'interview de Christine Fabrest et on se retrouve ensuite avec Christian Mantelli. Christine, si vous m'autorisez, on a la bonne distance. On est à la bonne distance. On peut retirer notre masque. Malgré les vaccinations, il faut être prudent. On peut déposer nos masques là. Et on peut déposer nos masques. Merci de m'accueillir. Je sais que vous avez un agenda très chargé, mais je suis très fier de vous avoir comme invité. On a évidemment Jean-Baptiste Lemoyne, notre ministre du Tourisme, qui a été là en direct. Là, on est dans votre bureau. Merci d'être venu jusqu'à moi et désolé de ne pouvoir être avec vous pour partager ce moment. Mais oui, mais en tout cas, on est ravis d'être là. Alors, évidemment, en tant que directrice générale du pôle bancaire et de la compagnie d'assurance, sur un groupe comme BPCE qui est implanté dans toutes les régions avec les deux grandes marques, Caisse d'épargne et Banque Populaire, c'est important d'avoir votre vision à un moment où on relance l'activité touristique en France. Et la France, le PIB de l'industrie touristique est très important. Bien sûr. 10% du PIB, 230 milliards, près de 3 millions de personnes qui sont concernées, et les territoires. Et dans les territoires, la France des territoires, bien sûr. Voilà. Et l'attractivité des territoires. Donc comment s'est passée à la fois cette crise et maintenant comment vous voyez-vous cette reprise d'activité ? Quelle crise, oui, on vient de vivre quand même plus d'1 an dans une situation que personne n'aurait pu imaginer d'ailleurs, et heureusement. Mais cette crise sanitaire transformée en cette crise économique d'une ampleur inégalée, crise de l'approvisionnement, crise de la production, crise de la distribution,
Évidemment, le tourisme, l'événementiel, le sport, extrêmement marqué par cette crise qui a duré de très 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 longs mois. Les mesures qui ont été mises en place, hein, moi je dois le dire, par à la fois le gouvernement et à la fois par les banques, complétées par les banques, ont été d'une efficacité incroyable. Et heureusement. On est quand même passé à côté d'une catastrophe économique, tous secteurs confondus, irréversible à mon avis si les mesures qui ont été prises par le gouvernement en particulier n'avaient pas été mises en place. Voilà, et au-delà du tourisme. Donc, oui, sur l'ensemble, évidemment. Au-delà du tourisme. On peut peut-être citer un chiffre, c'est 100 milliards. 100 milliards qui ont été débloqués pour les plans d'accompagnement, de relance, de soutien, que ce soit des mesures fiscales, sociales ou autres de garantie qui ont été mises en œuvre par l'État pour aider les entreprises pendant cette période-là, pendant cette dernière année. Oui, alors, les banques ont joué leur 30 milliards. Bien sûr, le tourisme pèse une part très importante et encore une fois, ça paraît assez normal parce que vous l'avez reprécisé, le tourisme, c'est une des filières économiques à enjeu de la France. Hein. Le tourisme a porté sa contribution peut-être encore plus que les autres à cette période sur les derniers mois et partout sur les territoires. Alors bien sûr avec des situations très contrastées, la situation de Paris encore aujourd'hui ou même cet été ne va pas être la même que la situation sur des territoires plus attractifs d'été, sur les côtes, sur le littoral français. Mais bon, le tourisme a payé un fort tribut, donc il était légitime que les mesures soient à la hauteur de l'enjeu économique et du tribut payé à cette crise. Alors, les établissements bancaires ont fait ce qu'il fallait, 700 000 PGE débloqués sur la période pour 140 milliards. Pour notre groupe, pour les banques populaires, pour les caisses d'épargne, c'est 33 milliards d'euros qui ont été débloqués à 235 000 clients et à peu près 15% dédiés au THR en nombre et 10% en montant. Voilà, donc retenez que pour un groupe comme le nôtre, mais ces chiffres-là sont globalement équivalents, toutes banques confondues. Donc plus de 3 milliards pour nous qui ont été débloqués aux acteurs du tourisme en termes de PGE. Puis il faut le préciser avec une grande efficacité. Ah oui. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est beaucoup de fierté d'ailleurs et c'est vrai que j'ai toujours une pensée pour les équipes dans les banques populaires, dans les caisses d'épargne, en proximité sur les territoires, parce que c'est elles qui font la différence. Jamais notre métier de banquier sur les territoires en proximité n'a eu autant de sens. Et ce métier, il est beau quand on le fait avec beaucoup d'engagement, de professionnalisme et aussi de manière très réactive par rapport à la situation et de manière très personnalisée. Les moratoires ont été mis en place aussi. Pour les banques populaires, pour les caisses d'épargne, le 17 mars, les rideaux se baissent, toute l'activité française s'arrête. Le 20 mars, nous décidons dans le groupe d'appliquer pour 100% de nos clients ayant un crédit d'investissement, et là aussi c'est de l'ordre de 15% pour le tourisme, des moratoires systématiques, sans demander l'autorisation à nos clients. Moi, je me rappelle de quelques discussions avec nos conformologues, comme je les appelle, que j'adore, mais la situation était telle qu'il fallait qu'on prenne en charge ça pour que les entrepreneurs se préoccupent de ce qui allait devoir être mis en place pour sauver la situation. Et donc on le fait, et on fait 530 000 moratoires dans le groupe, dans les banques populaires et dans les caisses d'épargne, là aussi, systématiquement. On a complété ce dispositif quand la Commission européenne nous a autorisé à le faire et quand l'État nous a autorisé à le faire par des moratoires 12 mois dédiés justement au THR, donc là à l'été 2020. Et nous l'avons aussi pris le parti de le systématiser à tous nos clients faisant partie de ces activités-là pour leur laisser le choix. Cette fois-ci, on a écrit à près de 55 000 clients pour leur proposer de prolonger leur moratoire de 6 mois de plus. Et il y en a à peu près 30% qui ont opté pour cette solution-là. Et puis les PGE saison. Les PGE saison qui ont aussi été créés pour les acteurs du tourisme, prioritairement, donc, puisque c'est la possibilité de dépasser les 25% de chiffre d'affaires annuel pour se focaliser sur les 3 mois les meilleurs et offrir encore plus de latitude aux acteurs du tourisme en offrant des PGE plus élevés. Alors on voit bien que cette industrie, c'est une industrie de l'offre. Oui. Que effectivement, vous l'avez expliqué Christine, entre les banques, l'État, les mesures de soutien ont été très efficaces. Très efficaces. Et vous l'avez souligné. Maintenant, si on se retourne un peu sur l'avenir, parce que c'est ça qui est important,
Ce qu'on souhaite, c'est un rebond évidemment fort, mais durable. Ça, c'est ce qui est tellement essentiel. N'oublions pas, vous parliez des équipes des banques, mais si on pense aux équipes du monde touristique, certains n'ont pas travaillé depuis un an. Remobiliser les équipes, tout ça est un énorme travail. Et je trouve que, et là c'est important qu'on ait votre vision, effectivement, votre groupe, qui est un groupe de proximité implanté dans les territoires, et on voit bien que la France, c'est l'addition de ces territoires. L'attractivité touristique de la France, c'est l'attractivité des différents territoires. Et vous avez une tour de contrôle extraordinaire. Comment le groupe BPCE va-t-il accompagner, suivre cette relance, qui en a bien besoin de cette industrie touristique? Comment vous allez piloter cette relance? Je crois que vous avez dit quelque chose qui est très important, c'est travailler, arriver à s'en sortir, à ce qu'on ait une reprise, on sent qu'elle est là, on sent que le meilleur est à venir économiquement en France comme en Europe, et on l'espère dans la durée. Ce qui va se passer cet été, ce qui va se passer à la rentrée va être essentiel. Voilà, elle va être essentielle. Et donc ça, on le regarde avec beaucoup d'attention, évidemment. Après, vous avez dit autre chose, c'est que je reviens à cette filière touristique, qui est une filière économique qui compte. Quand on s'appelle Banque Populaire, quand on s'appelle Caisse d'épargne, groupe BPCE, avec Natixis ou autre, on se préoccupe des filières économiques qui font la valeur des territoires en France, qui font l'emploi en France sur les territoires. Qui font, voilà. Et donc, on ne peut pas se imaginer pouvoir délaisser dans l'avenir, quand la reprise va être là, délaisser cette filière économique comme d'autres d'ailleurs. On est banque universelle, on a 30 millions de clients, 1,5 million de clients professionnels et entreprises, on a des parts de marché de 43% de clientèle PME. Pour nous, on va jouer notre rôle de banquier jusqu'au bout, y compris dans l'accompagnement de la relance, y compris sur les secteurs d'activité du tourisme, en étant évidemment, nous sommes banquiers, nous sommes les garants de l'épargne prêtée par nos clients que nous reprêtons à la clientèle professionnelle et entreprise. Et c'est cette épargne qui est drainée sur les territoires. Donc on est garant de ça, donc il n'est pas question de faire exploser un risque inconsidéré, mais on le fera comme on le fait et comme on l'a fait dans cette crise avec beaucoup de sens de responsabilité et d'accompagnement personnalisé. Je crois qu'on a eu le temps de la crise et de l'urgence. Ce temps de la crise et de l'urgence, ça a été un temps dans lequel on a mis en place des mesures industrielles, massives, aidées par les pouvoirs publics, vraiment avec un accompagnement en proximité, mais avec des mesures de masse. Le temps de la relance va être un temps où la personnalisation des solutions, cette proximité va jouer encore plus de rôle qu'elle n'en a eu pendant la crise, si je peux le dire ainsi. Et donc il faudra qu'on puisse, entreprise par entreprise, professionnel par professionnel, accompagner là aussi sur les territoires pour trouver des solutions appropriées à chacun. Je crois que c'est ça. Oui. Nous, on croit beaucoup à cette rebond de l'économie. Tous les indicateurs qu'on a nous poussent à le croire, à se dire que cette crise, ce sera certainement une reprise. Alors, on a dessiné toutes les lettres de l'alphabet, mais ce sera certainement une reprise en K, avec des secteurs qui vont s'en sortir très vite, très fort, d'autres qui vont continuer à souffrir. Je ne suis pas certaine que les secteurs dits de l'événementiel retrouvent une activité extrêmement forte tout de suite en quelques mois, parce qu'il va falloir que la confiance soit retrouvée durablement, je reprends cette durabilité, pour qu'on puisse réinvestir dans des événements majeurs. Moi, je crois beaucoup quand même que tout le secteur du tourisme va reprendre très vite, d'abord parce que les Français en ont besoin. Voilà. L'été va être très important. La saison, l'année dernière, plutôt était belle dans la plupart des territoires français. Espérons qu'il en soit de même là pour cet été, que ça permette de rattraper quand même un peu d'activité, et que ça redonne de l'allant aussi. Il n'y a rien de pire, et vous le savez bien, pour un entrepreneur, d'être en dépendance de subventions et des autres. Je pense que quand on devient entrepreneur, on ne devient pas entrepreneur pour ça. Et donc cette volonté d'être dans l'autonomie, de générer soi-même de la valeur par son activité, par son action, elle est vraiment extrêmement importante pour le moral des entrepreneurs. Et quand il y a le moral, quand il y a la confiance, on rentre dans une spirale économique vertueuse, et pour l'offre et pour la demande. Tout à fait. Et là, vous soulignez effectivement que le tourisme de loisirs, dont vous faites référence, a
très bien rebondi. Le tourisme d'affaires, on le voit d'ailleurs, avec ce télétravail, les entreprises ont besoin de redémarrer en faisant des séminaires pour recréer du lien entre les équipes. Oui, ça débute. Hein. Nous, on l'organise d'ailleurs même pour notre groupe, donc c'est très important. On pense que le rebond pour ce tourisme-là sera plutôt sur l'année 2022 massivement. Voilà, je pense que le tourisme de loisirs débute. Vous me parliez des réservations juste en arrivant. Oui, supérieur à 2020, vous voyez, qui était supérieur à 2019. Donc ça, c'est quand même, il va redébuter très vite parce qu'il y a ce besoin et peut-être que les touristes étrangers seront compensés en partie par les Français qui ont besoin. Et les Européens. Et les Européens. Et les Européens, en effet, qui ont besoin de se retrouver, de partir, de s'aérer, de vivre tout simplement. Et je pense que l'année 2022 sera une belle année. Alors, on a été, Christine, pendant ce grand débat, l'épargne des Français. Oui. Grand débat. 120 milliards d'épargne supplémentaire des Français. Je me dis, votre groupe gère une partie de cette épargne aussi. Comment peut-on, là où vous êtes, communiquer, flécher une partie de cette épargne pour le remettre. Alors, il y a la consommation, évidemment, et il y aura aussi l'investissement. L'investissement de proximité étant quelque chose de plus sécurisant pour le client, parce qu'il voit là où son épargne, et quand cette épargne est investie sur des produits de proximité, avec de la création d'emplois, avec un certain nombre d'éléments. Quelles sont justement votre vision? Quelle est votre vision par rapport à cette épargne et ce fléchage de l'épargne dont on parle beaucoup? Alors on parle beaucoup de ces 120 milliards en effet en plus de suppléments parce que on a vécu une sous-consommation réelle qui fait que les gens ont laissé leur épargne, n'ont pas utilisé. Est-ce qu'elle ressortira? On va tout faire pour. Il ne faut pas oublier ce qu'est le rôle d'une banque sur les territoires, une banque régionale, banque populaire ou caisse d'épargne. Son rôle, c'est d'aller collecter l'épargne des Français, les ménages, les professionnels, les entreprises, et de la reprêter à l'économie, aux acteurs économiques. Tout à fait. Donc ça, c'est un rôle fondamental. Donc quand vous me parlez de cette épargne, c'est déjà ce que vont faire les banques populaires et les caisses d'épargne sur les territoires. C'est ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'elles font déjà. C'est-à-dire que cette épargne, elles vont la retransformer pour pouvoir la prêter en proximité à tous les projets qui vont générer de la valeur économique sur les territoires. Collectivités, bien sûr, tissu associatif, professionnels, entreprises et bien sûr au tourisme sur les territoires concernés. La deuxième chose qui est en train d'être faite, c'est un nouveau dispositif, ça s'appelle le prêt participatif relance. Le prêt participatif relance que nous venons de terminer de négocier, d'ailleurs le premier prêt participatif relance a été octroyé par une caisse d'épargne, par la Caisse d'épargne de France, ça a été communiqué dans les médias, donc je peux en parler. Et d'autres sont en cours. Ce prêt, il a pour vocation à drainer toute une partie de l'épargne au travers de l'assurance vie. N'oublions pas, le prêt participatif relance, il est originé par des conseillers de proximité dans les banques régionales et il est ensuite, pour 90%, cédé à un fonds de dette. Et ce sont des investisseurs privés et essentiellement des assureurs, dont nos banques assurances, nos assureurs bancaires, je veux dire, qui vont abonder à ce fonds de dette, à ce fonds de PPR, de prêt participatif relance. L'épargne qui est apportée par les assureurs, c'est l'épargne des Français. Bien sûr. Ce sont des actifs en fonds euros qui vont être investis là, et on parle de 20 milliards d'euros. Donc il y a déjà une première tranche de 11 milliards d'euros qui ont été investis par les assureurs dans le fonds de dette, et les tranches supplémentaires seront apportées au fur et à mesure des besoins à hauteur de 20 milliards d'euros maximum. Donc ça aussi, c'est une manière de drainer cette épargne, de récupérer les investissements en assurance vie et de pouvoir les mettre à disposition de l'économie réelle. Quand même pas mal de dispositifs ont été mis en œuvre pour drainer cette épargne. Je pense à ce qui a été fait préalablement à la crise par la loi Pacte. 800 000 PEA de plus en 2 ans. Je pense aussi au label relance, si je reviens à la partie relance. Très le label important. relance, 25 milliards, dont à peu près la moitié dédiée à l'investissement dans les PME ou les ETI. Donc quand même, beaucoup de dispositifs ont été mis en place ou existaient pour qu'on puisse drainer cette épargne, au-delà de ce qui est fait encore une fois en proximité sur les territoires, et faire en sorte que cette épargne soit sécurisée pour les Français, mais attribuée à le financement de l'économie et de la reprise. Ouais.
Et ça, c'est important sur un élément de confiance entre les clients et les banques. C'est aussi ça qui est très important. D'où les dispositifs importants aussi, hein, ce que fait l'État quand l'État donne 30% de garantie en première perte au fonds de dette, au fonds de PPR, c'est essentiel parce que, je le redis, il y a un assureur qui investit 20 milliards dans un fonds de dette, il investit l'épargne des Français. Ouais. Et donc, ça n'aurait pas pu se faire sans cette garantie en première perte, qui est un peu la clé de voûte, qui sécurise l'investissement de l'épargne des Français et qui permet d'investir dans l'économie réelle des PME et des ETI françaises. Très bien. Christine, on a fait un large tour d'horizon, là, sur le tourisme, les financements, puisqu'on a dit que c'était stratégique. Au fond, on arrive à un moment où on voit bien que le tourisme est très important pour la France. C'est aussi un moyen de communiquer une image très favorable. Un étendard. Un étendard. Un étendard. Exactement, c'est le mot très juste, étendard. Est-ce que ça vous choque quand je parle de patriotisme économique à ce moment précis où il faut relancer, mobiliser l'épargne, les énergies? Non, ça ne me choque pas du tout, parce que c'est ce dont on a fait preuve, toutes les banques françaises, pendant la crise que nous venons de vivre. Et je suis persuadé qu'on sera là tous au rendez-vous pour continuer à accompagner le développement de l'économie française, le tourisme en particulier. Vous avez raison, c'est une filière économique essentielle en France pour tout le monde. Donc notre envie, elle est partagée, sans même parler de patriotisme. On fera ce qu'on a à faire avec un sens des responsabilités très important, comme on l'a fait pendant la crise encore une fois. Et la seule chose que je nous souhaite, c'est de nous retrouver dans un an pour ensemble être les comptables de tout ce qui aura été fait et de cette reprise dans le secteur touristique pour nous tous. Eh bien, on prend le rendez-vous dans un an. Christine, rendez-vous dans un an. Rendez-vous dans un an. Merci beaucoup de nous avoir Avec accueillis grand plaisir. Ici. Merci à vous. À très bientôt. À très vite. Voilà, Christian, on arrive à la fin de cette émission Performance Touriste numéro 2, centrée sur l'investissement. Qu'est-ce que tu as retiré de cette heure et quels sont les points qui sont importants à tes yeux? Premier point, il faut souligner le haut niveau des interventions, bien sûr, au plan technique, sur le fond. La deuxième chose, il y a une unité autour du tourisme. C'est la première fois qu'on réalise une telle unité. Ça a été dit plusieurs fois, en particulier par notre ministre. J'ai l'impression aussi que l'État devrait commencer à dire, c'est une suggestion un peu de discours politique, que ce soutien, ces aides, du côté du MEDEF, on dit des compensations plutôt, mais tout ça, ça doit être un investissement. Ça doit être vécu par l'État, par les administrations, comme un investissement. Donc ça veut dire que quand on investit autant, à travers des aides, on ne peut pas laisser tomber le secteur. La deuxième chose que je trouve évidente, derrière ces premiers chiffres de reprise d'activité, quand on regarde assez finement ce qui se passe, on fait un saut qualitatif. Et le saut qualitatif qu'on est en train de faire, parce qu'on est très inventif, parce qu'on innove, parce qu'on va au cœur des territoires créer des activités, c'est la création de valeur. Mmh. Au fond, on va vers le mieux tourisme. Après avoir eu des scores en niveau de fréquentation, tu l'as souligné, tout le monde l'a souligné, Jean-Baptiste Lemoyne l'a dit également, on va vers du mieux tourisme. Merci Christian. Juste un dernier mot. Évidemment, je remercie nos invités, nos deux experts, toi Merci. Et Stéphane Botz, parce que là aussi, il faut donner des points de comparaison et de progression. Oui, il faut qu'on soit ensemble, parce que c'est un enjeu majeur. On l'a répété tout à l'heure. L'investissement qu'il va falloir faire dans les mois et les années qui viennent est très important. Et le ministre l'a souligné, il faut que nous restions compétitifs. Ça, c'est important. Ce n'est pas, comme certains l'ont traité pendant un certain temps, du folklore, le tourisme. C'est une véritable industrie, avec des véritables moyens. Là aussi, la formation est un élément important. Il faudra y réfléchir et accompagner tous ces mouvements. Vraiment, merci à tous. Merci à ceux qui nous ont accompagnés pendant cette heure. Et je remercie les équipes de Lonsdal qui nous ont accueillis sur leur plateau et qui font toujours preuve d'un grand professionnalisme. Merci Christian. Merci Pascal. À bientôt. Merci bien.